indique que le pollen est en faible essence, et l'avance en crétillance, c'est que le premier c'est en faible essence, et le deuxième c'est en moins de crétillance. Donc l'algorithme des abeilles, c'est résumé, c'est qu'il y a on injecte un ensemble d'abeilles qui vont chercher les nourritures, vont venir avec l'information, et chaque source de nourriture, c'est une solution possible au problème d'utilisation. Et suivant la danse et la vitesse, on va savoir combien cette source de nourriture est importante, et on va, si vous voulez, recruter d'autres abeilles pour faire l'intensification, et ce recrutement est en fonction de l'importance de chaque solution. Alors, une fois qu'on a, je reviens un peu au métaheuristique, une fois qu'on a élaboré une métaheuristique donnée, ou bien un algorithme donné pour résoudre un problème, donc il faut le tester. Est-ce que c'est un bon algorithme? Eh bien, c'est un algorithme qui présente des défaillances. Il faut le corriger. Alors, pour le tester, donc, il faut passer par un benchmark de fonctions de test. Ces fonctions de test sont bien définies, c'est pour évaluer les performances de l'algorithme. Ces fonctions de test, on connaît la valeur de minimum, parce que lorsqu'on veut appliquer une métaheuristique à un problème donné, on ne connaît pas l'optimum de ce problème. Donc on aura une valeur, on n'est pas sûr est-ce que c'est une valeur bonne ou mauvaise. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer notre algorithme à des fonctions test, qui sont des fonctions mathématiques, dont on connaît le minimum. Voilà par exemple comme des exemples. Ce minimum pour n égale 2 c'est moins 1,8. Si vous appliquez votre algorithme à ces fonctions, vous trouvez en optimisation multimodale, où il n'y a pas un seul optimum, mais un ensemble d'optimums. Bon, il y a plusieurs types. Dans méthodologie, il y a aussi des fonctions de test. Les plus connues sont les ZGT. Il y a ZGT 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, qui sont élaborés par Zler, Dev et Zilé. Donc, ça c'est par exemple la fonction Z bêta 3 pour n égale à 30. Donc là, on a appliqué par exemple des algorithmes qu'on a volés, le multi-objectif ACO, le multi-objectif génétique, le multi-objectif PSO. Là, vous pouvez voir le résultat trouvé par rapport au franc réel. Donc, là, vous pouvez voir que le PSO, le génétique et l'ACO sont meilleurs et approchent le franc le plus possible. Alors, une autre manière d'évaluer vos algorithmes, vos résultats méthodologiques, c'est que lorsque vous avez deux francs de Pareto, et il est difficile de différencier entre eux. Donc, il y a des métriques, par exemple la covariance. La covariance, ça permet de mesurer ou bien de donner une idée sur combien de points d'un franc sont dominés par un autre. Par exemple, vous avez ici deux francs de Pareto. Le franc rouge et le franc noir sont donnés par deux algorithmes différents, et il est difficile de dire qu'il est le meilleur. Parce que le noir, oui, le rouge il domine le noir en bas, mais en gros, le noir il domine le rouge. Donc là, la covariance permet de calculer un pourcentage des points qui sont dominés d'un franc par rapport à l'autre. Il y a une autre métrique, c'est l'hétérovolume. Là, vous avez deux francs qui sont confondus. Là, vous avez des points confondus, vous avez donc l'impossibilité de différencier entre les deux. Donc, la hétérovolume vous permet d'avoir une idée sur chaque franc. La troisième métrique, c'est l'espacement. Donc, là, l'espacement des points, vous pouvez voir la différence entre le franc rouge et le franc noir, l'espacement entre les solutions. Une autre chose qu'il faut vérifier lorsque vous élaborez vos algorithmes métaheuristique, c'est le taux de convergence, parce que toutes les métaheuristique, on commence par une initialisation aléatoire. Donc, le résultat que je vais trouver à
avec l'exécution, sûrement je ne vais pas le procéder avec une autre. Ça, parce que l'initialisation n'est pas la même. Donc il faut faire tourner vos algorithmes une centaine de fois, 200 000 fois par exemple, et assembler les résultats et tracer des groupes pour voir le taux de convergence vers le même point, eh bien, le point optimal de l'algorithme. Donc ici, des exemples, on a présenté les résultats selon le diagramme de droite qui vient de Foxtrot. On peut voir, par exemple, pour l'ACO, c'est le meilleur, parce que tous les résultats sont très proches. Par contre, le GA présente une diversification des résultats qui est importante. Donc, pour différencier entre les algorithmes, entre les méthodologies, c'est très difficile. Ça dépend du domaine d'application. Donc, pour notre domaine d'application, on a essayé de faire des comparaisons. Bon, sur la rapidité, le temps d'exécution, l'optimalité, sur l'algorithme approche l'optimum, et sur la robustesse, sur la capacité de reproduire le même résultat optimal. Alors, comme on a vu, donc, chaque algorithme possède des caractéristiques bien définies. Donc, pour améliorer la qualité du résultat, on peut passer à la parallélisation de ces algorithmes. Donc, les structures parallèles pour les métallurgiques à population, c'est très simple. Parce que vous avez, par exemple, vous avez des colonies de fourmis qui peuvent travailler indépendamment, qui peuvent travailler parallèlement si vous voulez. C'est intrinsèque dans les algorithmes à population. Alors, si vous n'avez pas des algorithmes à population, vous pouvez faire donc, des structures de parallélisation. Dans la première structure, vous avez un maître qui gère chaque colonie et transmet des informations entre les colonies de chaque point trouvé dans chaque colonie et transmet aux autres pour travailler de chaque métallurgie. Pour l'utilisation des différentes structures, on les classer en 3, 5 évoluées et coopératives. On peut par exemple, pour la structure simple, passer par l'initialisation, puis la diversification, ça veut dire discuter tout dans l'espace de recherche, avec la première métallurgie. Puis passer la main à la deuxième métallurgie pour compléter le travail. Ça, c'est le premier niveau. Et un deuxième niveau, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation sur l'application mécanique. Il y a donc par exemple l'utilisation évoluée, c'est qu'un mécanisme, c'est qu'il remplace un mécanisme d'une autre. Par exemple, le SA, le régulier, remplace le mécanisme de la mise à jour de phéromones de la CO, ou bien le PSO peut remplacer le mécanisme de mutation dans l'agriculture. Il y a un autre niveau coopératif, c'est la coopération séquentielle. C'est que chaque fois, on commence par une métallurgie et on donne la main à une autre, puis on revient à la première institution. Ou bien, on peut passer à travailler avec deux métallurgies à l'initialisation, et la meilleure métallurgie va transmettre le résultat au deuxième pour que le deuxième initialise son fonctionnement en prenant en considération les résultats de la première. Et comme ça, on améliore vite la solution. Maintenant, on passe à l'application. L'application de métallurgie pour démontrer les circuits microsoft. Donc, avec l'avancée en matière de la technologie d'intégration, donc on réduit de plus en plus le dimensionnement des circuits électroniques et essentiellement les dimensions des transistors et de l'UPS. Donc, on a de plus en plus de dispositifs électroniques miniaturisés avec plus de fonctionnalités. Et la course à la miniaturisation ne s'arrête pas. Vous pouvez voir qu'elle continue en avant.
Alors, ce qui pose un problème lors de la conception. Donc, on a toujours, il faut refaire la conception, recalculer les dimensions à chaque fois. Alors, pour le domaine numérique, la conception est maîtrisée plus ou moins, parce que le numérique, c'est facile à concevoir. Mais pour le circuit analogique, la conception est très difficile, parce que le circuit analogique, donc il peut avoir besoin de plusieurs paramétrages et il demande plusieurs fonctions. Donc le circuit analogique présente des non-linéarités et sont susceptibles de bruit, le problème de la disponibilité et le problème du poids de recours. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en considération, ce qui rend l'optimisation très difficile. Prenons le cas d'un amplificateur classique, un amplificateur opérationnel classique. Là, vous avez 12 transistors dans le circuit avec un condensateur de compensation pour compenser les phénomènes. Donc là, vous avez 25 variables parce que chaque transistor est là, un W et un L. Avec le condensateur de compensation, ça fait 25 variables. Si on a par exemple à choisir pour chaque variable entre 100 valeurs, là, on aura 10 à la puissance 50 possibilités à vérifier. Là, vous pouvez voir que c'est quasiment impossible de les traiter dans un temps correct. Donc, c'est pour cela qu'on passe au métallistique avec l'essor. Avec l'essor du métallistique, on est arrivé à concevoir des mécanismes automatisés de conception et de dimensionnement des circuits. Alors, le principe, c'est que passer le circuit, élaborer les fonctions objectives, les variables, l'espace de recherche, les contraintes à respecter, la technologie est imposante dans ce problème. Choisir ce que vous voulez, les objectifs qu'on va dire, être après les résultats de passer aux simulations, validation et après à la fabrication. Le premier circuit, donc, on a pris, c'est un convoyeur de courant. Là, vous pouvez voir, on a pris deux fonctions objectives, la résistance parasitique Rx et la fréquence de coupure Fc. Donc ici, vous avez donc il faut maximiser la fonction, la fréquence de coupure et il faut minimiser la résistance parasitique. Donc on va voir ici quelques résultats qu'on a trouvés. Comparaison entre métallistique et son SA. Et on va traiter le problème sous forme de problème. On a fait une corrélation. On dit, si vous voulez, le problème c'est un problème en donnant chaque fois des points à Rx et à Fc. Voilà quelques résultats qu'on a trouvés. On va traiter ce problème en huit objectifs. On a tracé le plan de Pareto, le Rx en fonction des Fc, pour différents métallistiques. Là, vous pouvez voir l'importance des métriques de mesure pour les francs. Vous avez 4 francs, le bleu, le rouge, le noir et le vert. Là, vous ne pouvez pas différencier les francs que par en utilisation de métriques qui ont des paramètres importants. La deuxième application, c'est l'amplificateur opérationnel. Donc ici, on a pris en plus de dimension du transistor la valeur de courant de polarisation, la valeur de la résistance LC et le condensateur de performance. Donc vous avez pris 4 objectifs à maximiser, à savoir le gain, l'autodéjoution commun, le COREC et la fréquence à l'unité, fréquence de coupure à l'unité. Et nous avons pris 2 paramètres à minimiser la surface du circuit et la consommation du circuit. Voilà, donc là, quelques résultats qu'on a trouvés dans mon objectif. Et la comparaison, enfin, ça c'est pour le second ACO, et les résultats de la convergence. Donc, comme était objectif, on va tracer le grand de Sorel en fonction de l'amplification Là, on a la même chose, c'est qu'on a presque 3
trois francs qui sont confondus, et c'est difficile de différencier entre ces trois. C'est pour cela qu'on a eu recours au écrit. Une autre application, c'est l'application sur les composants discrets. Parfois, on n'intègre pas, donc on a besoin d'un composant discret sur le cadre. On a pris par exemple le cadre de ce disque, qui est très connu, il est formé par 8 condensateurs de 8 résistances, et pour arriver à une fréquence de coupure bien déterminée, à une condition de qualité bien déterminée, donc on fait les calculs et on trouve des résultats, et lorsqu'on cherche dans les composants, on ne trouve pas toutes les valeurs. Les composants, les composants sont sous forme de série. On est la série de 12, 24, ainsi de suite. Donc, c'est difficile de choisir dans des séries pour avoir la valeur désirée la plus proche. Par exemple, ici, donc là, on cherche à avoir une fréquence de coupure de oméga C, et l'erreur par rapport à cette valeur, elle est calculée en fonction des résistances et des condensateurs qui forment le circuit. Donc le résultat qu'on va trouver pour la série de 12, les valeurs des condensateurs et des résistances, et la valeur de l'erreur vers la fin, avec la valeur désirée. Donc là, vous pouvez voir que c'est une erreur qui est très, très petite. Mais avec la série E 192, c'est la plus petite erreur, mais la série E 492 est très chère par rapport à la série E. Là, quelques résultats trouvés par GAPSO et CO. On peut voir que la CO donne de bons résultats, mais dans la CO, elle accuse plein de recherches riches et en constante évolution. Et pour donner un problème d'optimisation qu'il met en choisir. Donc il n'y a pas de recette miracle. Je ne peux pas vous dire choisir celle-ci. Donc il faut d'abord déterminer bien votre fonction objective, formaliser votre problème et voir dans la littérature des solutions qui sont proches à votre problème, les chercheurs qui se les ont trouvés, et vous appliquez et le balistique, mais avant d'appliquer, il faut toujours, comme j'ai dit, appliquer un ensemble de tests avec les fonctions tests et puis passer à l'application. Voilà, quelques références. Bon, je vous conseille de deux livres qui sont très importants, le balistique, les bases d'optimisation difficile et l'optimisation rigide objective. Voilà. Je vous remercie, monsieur Péral, pour votre intervention si enrichissante. Donc, on passe aux questions. Monsieur Péral, je tiens d'abord à vous remercier pour la clarté de l'exposé. Comme vous savez, il y a beaucoup de méthodes métalluristiques. Vous avez parlé tout à l'heure de l'hybridation. Puisqu'il y a un critère, il faut hybrider par exemple l'acide avec par exemple un piso ou bien. Il y a un critère. Merci pour votre question, c'est une question très importante. Donc pour hybrider, on ne peut pas hybrider aléatoirement. Donc pour l'hybridation, il n'y a pas un algorithme de recherche global et après passer à un algorithme de recherche locale. Donc tout à l'heure, j'ai énuméré des exemples de recherche, des algorithmes, des méthodes de recherche globale et de recherche locale. Parce qu'au début, il faut passer, discuter l'ensemble de recherche, donc il faut avoir une vision sur votre espace de recherche et après passer à la classification. Donc il faut commencer par un algorithme de recherche globale et après passer à un algorithme de recherche locale. Mais maintenant, on passe même à une hybridation à 3 vers 4 algorithmes pour voir 0,
une hybridisation de mais on arrive à 4 algorithmes principaux à avoir pour approcher l'optimum. Très bien, donc aussi j'ai une autre question à propos de... Supposons que nous sommes devant un problème. Et nous avons par exemple de bons résultats avec la nation. Est-ce qu'on a une garantie par exemple d'avoir ou bien d'hybrider ASIO avec un autre algorithme pour avoir de meilleurs résultats? Oui, généralement l'hybridation, ce n'est pas toujours pour avoir de bons résultats. Par exemple, avec l'ACO, on peut avoir de bons résultats, mais avec un temps d'exécution qui est très grand. Donc on cherche un autre algorithme qui est rapide et on l'hybride avec l'ACO. On aura peut-être les mêmes bons résultats, mais avec un temps qui est très minime. Donc, pas toujours, l'hybridation, ce n'est pas toujours pour avoir de bons résultats, c'est pour avoir d'autres performances. Par exemple, la qualité, le pourcentage d'avoir le même minimum à chaque exécution. Ça, c'est une autre option pour hybrider. Félicitations pour la présentation académique riche en termes de connaissances. Les linguistiques ont trouvé leur réussite en matière de résolution de problèmes physiques. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport aux problèmes humains? Par exemple, pour les systèmes hospitaliers, systèmes éducatifs, issus de pouvoir, politique, politique. M'intéresse pas. Mais si vous arrivez à formaliser votre objectif, les jeux, sous forme d'équation, il faut les formaliser. Il faut les formaliser comme d'équation. C'est-à-dire qu'on peut appliquer n'importe quel algorithme. Donc la difficulté, ce n'est pas le problème, mais de formaliser ce problème mathématiquement, qu'il soit social ou de n'importe quelle nature. La santé, préférence d'un médecin avec un infirmier, travailler dans un bloc opératoire. Nous avons dans le système éducatif préférence ici des enseignants dans une équipe pédagogique par rapport à la réussite de l'objectif optimal qui est par exemple de sortir des lauréats les meilleurs pour le marché. Oui, c'est possible. C'est possible, parce qu'on prend par exemple l'enseignement, on prend un professeur, on lui affecte des qualités. Des qualités, parce que l'apprentissage, le connaissance académique, par un groupe, et chaque qualité il a un degré, et on prend un scénario, qu'est-ce qu'on veut privilégier la qualité ou la quantité, et après on fait une recherche. Et on va le donner, il est le meilleur, suivant un critère de choix. Parce que ça, c'est très difficile. C'est pas, parce qu'ici, il n'y a pas un minimum global. Oui, donc il faut. Chaque étudiant, c'est une solution. Chaque étudiant, c'est une solution de problème. Là, il faut définir l'objectif. La fonction objectif, c'est quoi? Réussir la compensation en fonction de quoi? Des variables pour de la réussite. Et en fonction de ces variables, on va déterminer le bon élément. Juste compléter votre réponse.
Donc j'ai travaillé sur la base de données hydrauliques, on avait comme une problématique de définir la qualité du long. Donc on a passé un modèle linéaire qui a été réalisé par la méthode de l'application linéaire multiple. Donc il suffit de préciser ça à la variable à optimiser ou bien minimiser, et vous pouvez tout simplement passer à un état de style simple, hybride ou n'importe quel. Exactement. Donc vous avez tout à fait raison. Merci d'avoir fait la présentation. Je voudrais parler alors du temps de réflexion. Le temps d'exécution, et là, on parle d'une complexité de l'algorithme. Parce que plus on a moins de temps de complexité de l'algorithme, plus on a moins de temps d'exécution. Ce que vous n'avez pas cité dans ce que vous avez quelque chose à dire. Si je me rappelle, j'ai parlé de complexité de problème, pas de l'algorithme. Les algorithmes sont simples.